question. Autre question, peut-on vraiment s'opposer à Macron, surtout après l'aveu de défaite sur le Code du travail, aveu signé Jean-Luc Mélenchon depuis Athènes. Le salut de la Catalogne est-il à Bruxelles? Officiellement, non. Mais si la Commission n'était pas un peu hypocrite dans cette affaire et si une Catalogne indépendante ne finirait pas par faire les affaires de la Commission de Bruxelles? Nous voulons de la culture, pas du harcèlement. Mot d'ordre des féministes contre l'hommage rendu par la Cinémathèque de Paris à Roman Polanski. Est-ce outrancier? Est-ce justifié? Eh bien, vous réagissez dans le player du Figaro.fr, c'est-à-dire dans l'écran dans lequel vous voyez cette émission. Vous posez vos questions également sur la page Facebook du Figaro et on les posera à nos invités. Anne Fulda, bonsoir. Bonsoir. Reporter au Figaro et auteur du best-seller consacré au, entre guillemets, dragueur de vieux. C'est pas moi, la formule n'est pas de moi. Le dragueur de vieux le plus célèbre de France, Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait, c'est aux éditions Plomb. Daniel Bilalian, bonsoir. Vous avez été directeur des sports de France Télévisions et présentateur du JT de France 2. On recommande votre dernier livre, Les Évadés. On recommande aussi Les Nouveaux Enfants du siècle d'Alexandre Devecchio, journaliste au service débat opinion du Figaro. Et en charge de Figaro Vox, Jean-Daniel Lévy, bonsoir. Directeur du département politique et opinion d'Aris Interactive et éditorialiste à l'excellente chaîne parlementaire LCP. On s'attendait à une reculade, un renoncement, un de plus, un refus de la sélection. Édouard Philippe a tranché finalement à sa manière. Il n'y aura pas de sélection. Alors question, le Premier ministre a-t-il eu peur? On l'écoute. Ça arrive. C'est pas ce que nous proposons aux étudiants et aux lycéens français. L'objectif, ça n'est pas que l'université dise non. On va peut-être la refaire. Des cas, il faut peut-être la Oui. relancer. Et dans certains cas, elle dira oui, si. Si quoi? Si le candidat accepte un parcours adapté qui lui permet justement de réussir dans la filière qu'il a choisie. Alors, Édouard Philippe a dit au début de cette séquence, on s'excuse pour les petits problèmes de son, qu'il n'avait pas eu peur du mot sélection. Alexandre Devecchio, c'est pas si mal ce qu'a proposé aujourd'hui Édouard Philippe. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ça, c'est une réponse de Normand. Hein. C'est pas un point de vue. Vous êtes dans une émission qui s'appelle Point de vue. Non, mais la réalité, c'est que malgré tout, on en finit avec l'absurde tirage au sort qui avait été proposé par Najat Vallaud-Belkacem. Il y a des bonnes choses à prendre dans les propositions faites par le gouvernement. Par exemple, celle de 2 professeurs principaux au lycée, parce que je crois que c'est là aussi que l'orientation se fait et qu'il peut y avoir des parcours gâchés dans certains lycées où finalement les professeurs ne détectent pas les bons élèves. Et après, on peut voir quand même le verre à moitié vide, puisque effectivement, je pense qu'il aurait sans doute fallu aller plus loin. On sait qu'à l'université, il y a tout un tas de filières, je pense aux filières de sociologie, par exemple, ou de psycho, où il y a un nombre d'élèves très, 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 très important, et les débouchés professionnels sont très, très faibles. Donc je pense qu'il aurait fallu une réforme structurelle, créer des filières plus sélectives et des filières et réfléchir aux débouchés professionnels par la suite, plutôt que ça. Et effectivement, il dit qu'il n'a pas eu peur du mot sélection, mais je crois que si, tout de même, et que finalement, il perd sur les deux tableaux, parce que verre à moitié vide ou à moitié plein, ceux qui sont contre la sélection, ils verront tout de même de la sélection, et ceux qui avaient envie d'une réforme plus profonde, plus structurelle, trouveront qu'il n'a pas été assez loin. Anne Fulda, ils ont cédé au syndrome de Vaquet? Oui, probablement, il y a ça, mais bon, c'est vrai qu'il y a tout de même le point positif, c'est quand même la suppression de ce système APB qui était un enfer pour les élèves, les parents d'élèves, etc. Donc, qui sera remplacé par une grande plateforme numérique. Voilà. Bon, ça c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec Alexandre Devecchio. C'est vrai qu'il y a des progrès, c'est évident. Ça aurait pu aller plus loin, mais c'est sûr que on sait très bien que la jeunesse reste inflammable. Mais
finalement, à force de répéter, on répète tous sans arrêt des espèces de mantras comme ça se fasse finir dans la rue. On a dit la même chose pour la réforme du Code du travail. On a vu que finalement, ça ne s'est pas passé. Donc, là, vous anticipez. Oui, mais peut-être que la jeunesse, c'est pareil. Peut-être que si on lui avait proposé une vraie réforme avec une vraie sélection et des réformes structurelles, peut-être qu'elle ne serait pas descendue dans la rue. En fait, on ne sait pas. Oui. Jean-Daniel Lévy, effectivement, l'opinion est pourtant favorable à une sélection, d'après les derniers sondages, et y compris les sondages qui ont été faits par le Figaro. Oui, enfin, en tout cas, ça dépend. Il y a des mots qui sont des mots qui créent en général la tension. En fait, le fait que APB ait fonctionné, la réponse est non de manière extrêmement majoritaire chez l'ensemble des Français, avec globalement le sentiment qu'il y avait une injustice. C'est-à-dire que c'est pas forcément parce qu'on avait fait une bonne scolarité, c'est pas forcément même parce qu'on avait eu des bons résultats, voire une mention au bac, qu'il pouvait y avoir l'affectation en cohérence avec la manière dont l'étudiant ou le lycéen avait pu se comporter. Donc il y avait cette forme de critique de la part des Français. Pour autant, quand on regarde les termes, on sait qu'il y a des termes qui suscitent des tensions fortes. Et les Français, globalement, ont le sentiment que le bac doit quand même être la première entrée vers l'enseignement supérieur. Si on a le sentiment qu'il y a, d'une manière ou d'une autre, pas la possibilité pour tous les Français, notamment quelle que soit leur catégorie sociale, de pouvoir accéder à l'enseignement supérieur, il y a une tension et il peut y avoir effectivement des critiques fortes qui peuvent être émises à l'égard des différents gouvernements. Il y a quand même une notion d'égalité qui existe dans la société française. On voit qu'elle traverse de manière assez nette l'ensemble du regard à l'égard des politiques publiques qui sont établies. Et lorsqu'on a le sentiment qu'il y a une rupture d'égalité ou une rupture d'égalité des chances, dans ce contexte-là, il peut y avoir une rebuffade assez forte de la part des Français. Daniel Bulalian. Oui, non, moi je crois que la première chose à voir de près, c'est que le niveau du bac qui était avant un excellent niveau qui ne nécessitait aucune sélection à l'entrée en université n'est plus de ce niveau-là. Donc aujourd'hui, ce qui se passe dans l'université, c'est que le niveau du bac, il a considérablement descendu puisqu'on veut que tout le monde ait le bac. On est à 80% de réussite. Moi, ce que je vois, le verre à moitié plein, comme disait notre ami, c'est effectivement qu'on a arrêté le système de sélection anonyme, un peu comme le tiercé. Le tirage au sort. Le tirage au sort, mais en même temps, comment dirais-je, finalement l'étudiant, il fera quand même ce qu'il voudra. Il fera quand même ce qu'il voudra, parce qu'il y aura au début une concertation entre les professeurs de l'école, du secondaire et des universités, mais finalement, si le garçon et ses parents ont envie qu'il continue, eh bien, il pourra continuer. Hein, c'est les réformes à la française. Vous savez à quoi ça me fait penser? En un mot, c'est la réforme, vous vous souvenez, quand on a voulu interdire les vitres teintées dans les voitures à cause du terrorisme. On a décidé que c'était 30% 30% seulement de teinture qui pouvait être acceptée. Vous imaginez, vous êtes policier dans les rues, vous allez voir, vous allez contrôler une voiture en disant « Dites donc, vous avez 30% ou pas 30% ?» Voilà, c'est à peu près ça la réforme de l'université. Olivier Vial, le président de l'UNI, est avec nous en ligne. On va l'interroger dans une minute, mais d'abord, je voudrais qu'on fasse un détour par les réseaux sociaux, service dans lequel travaille Valentin Pilate au Figaro.fr. Comment, Valentin, on a réagi à l'annonce d'Édouard Philippe ce midi ? Alors, on le voyait tout à l'heure, la question du jour où plus de 80% de nos internautes se disent pour une sélection à l'université. Alors, une sélection, oui, mais laquelle? Du moins, c'est la question qui se pose pour les internautes, et notamment ceux du Figaro. Alors, premièrement, on a Gabriel qui se dit quand même satisfait de ce qui est proposé par Édouard Philippe. Donc, sur le site internet du Figaro, il nous dit « Enfin une réforme intelligente dans le domaine, fini l'APB ridicule et ses tirages au sort honteux, fini aussi l'inscription automatique et le droit à l'université sans un minimum de sélection ». Il y a Papang également qui partage cette satisfaction et même en fait carrément plus gourmand. Il y aurait aussi à faire une vraie sélection à faire selon lui pour les 2 dernières années de scolarité avant le bac, avant d'orienter vers l'apprentissage ou encore l'alternance, bien souvent négligée. On a Philippe qui renchérit sur le site internet, toujours, enfin un peu de bon sens pour mettre fin à ce processus de tirage au sort absolument injuste et vraiment débile, nous précise-t-il. On a Cause Toujours sur Twitter qui nous dit, qui envoie un message en fait aux étudiants. Les lycéens doivent désormais savoir que l'accès à l'université n'est pas un dû et certains devront se mettre au boulot, nous dit-il. On a l'UNEF également sur Twitter qui lance une pétition contre cette sélection. Donc signe la pétition contre la mise en place de la sélection à l'entrée de l'université, nous dit l'UNEF.
L'Uni réagira certainement juste après. Et Valou qui s'agace, oui, la jeunesse s'agace sur les réseaux. Donc en gros, ce qui remplace le système APB maintenant, c'est l'avis des profs. Et c'est eux qui vont décider pour nos vœux, s'interroge-t-il. En fait, c'est vraiment ça qui se dégage, c'est les internautes sur Twitter ou sur le site internet du Figaro, les jeunes voient en fait leur avenir passer entre leurs mains. Ils ne se sentent plus maîtres en fait, de cette décision par APB, où les profs en fait, prendraient limite la décision à leur place. Alors Olivier Vial, qui est le président de l'UNI, l'Union nationale interuniversitaire, qui est le syndicat des étudiants de droite, bonsoir. Bonsoir. Comment vous réagissez justement à ce que vous venez d'entendre? Est-ce que vous pensez que les étudiants sont désormais dépossédés de leur avenir universitaire? En partie, c'est vrai, parce qu'en fait, c'est une véritable occasion manquée. On aurait pu avoir un vrai débat sur la sélection et une vraie sélection transparente où on dise aux étudiants quel bac il faut faire pour entrer dans quelle filière, ce qui permettait aux étudiants d'avoir toujours la main et de choisir finalement la manière de fonctionner. Or, aujourd'hui, on a créé, parce qu'ils ont eu peur du mot sélection, ils ont créé un vrai système bureaucratique avec plein de commissions qui vont se succéder pour, au final, ne même pas sélectionner réellement les étudiants. Et donc, on a effectivement un gâchis humain et financier, parce que ça va coûter très très cher pour finalement un résultat qui sera très, très mauvais sur le fond. Olivier Vial, parmi les annonces, il y a le rattachement des étudiants à la sécurité sociale. Jusqu'à présent, c'était géré par des mutuelles, la MNEF ou d'autres mutuelles qui étaient proches de votre syndicat. Comment vous réagissez à ce changement? Là aussi, on surveille ça de près, mais j'ai l'impression que c'est là encore une demi-mesure, puisque finalement, on annonce qu'on fait cadeau de l'inscription des droits d'inscription aux étudiants, sauf que dans le même temps, on leur reprend un peu plus de la moitié de la somme pour un fonds dont on ne sait rien et dont on ne sait pas comment il va être géré. Et a priori, il y a des vraies inquiétudes sur des conflits d'intérêts possibles parce qu'il serait plus ou moins géré comme l'étaient les fonds de solidarité étudiante par des associés, par des responsables associatifs étudiants. Donc là-dessus, on a un vrai point de vigilance parce que on est dans quelque chose où on n'a eu aucune garantie. Le gouvernement nous dit qu'il fait un cadeau aux étudiants de 210 € et dans le même temps, il remonte il prend de l'autre main 120 € dans la poche des étudiants. Donc là, il y a une manip dont on voit pas bien l'intérêt, si ce n'est qu'effectivement, il fallait faire plaisir au syndicat devenu majoritaire, la FAGE, qui avait fait de ce cheval de bataille un point de négociation. Et donc c'est pour faire plaisir à la FAGE et pour qu'elle accepte sans doute la sélection, en tout cas ce qui s'apprend. On fera un débat avec Olivier Vial avec la FAGE s'il le faut et avec l'UNEF sur ces questions-là. Juste, vous êtes un peu négatif sur ces annonces. La fin de la PB quand même, c'est pas mal, non? Oui, mais ça aurait pu être beaucoup plus simple et ça aurait pu être beaucoup plus efficace, puisqu'en fait aujourd'hui on a par exemple 94% des bacheliers professionnels qui échouent à l'université. Demain, ils pourront toujours s'inscrire à l'université. Il aurait été beaucoup plus simple de leur dire, quand on a un bac pro, on n'a pas vocation à rentrer à l'université, on a vocation à faire d'autres filières ou à trouver un emploi. Et donc le gouvernement met en place des systèmes pour vous aider à trouver un emploi. Or, on n'a pas fait ça pour éviter le mot sélection. Et donc les bacheliers pro peuvent continuer par le biais de différentes commissions, à rentrer à l'université. Et au bout, il y aura quand même un échec, et un échec massif. On est sur 94% d'échecs en 4 ans. Olivier Vial, ça sera ma dernière question, elle est posée par Daniel. Au final, il n'y a plus de place dans les facs. Comment faire, dit-elle? Le problème de la sélection est-il vraiment le vrai problème? Alors, il y a effectivement une mauvaise affectation des étudiants, puisque ce qu'on ne sait pas, c'est que l'année dernière, il y avait 130 000 places non occupées dans les universités. Donc, il y a une très mauvaise gestion des ressources humaines et une très mauvaise gestion des places. L'année dernière, 130 000 places non occupées. Donc on n'a pas un problème de locaux, on n'a pas un problème de moyens, on a un problème d'orientation des étudiants et d'orientation des moyens. Et pendant très longtemps, on n'a pas voulu regarder comment on orientait les moyens, et donc on a créé des postes et des places dans des filières qui n'ont aucun débouché, et donc que les étudiants boudaient. Et là, c'est là le vrai point noir de cette réforme, c'est que cette réforme crée un dispositif d'orientation, mais en fin de course, si un étudiant n'a aucune affectation, il y a une commission rectorale qui va l'affecter dans des filières où il y a de la place. Donc l'orientation par défaut devient finalement une orientation validée par un recteur. Et ça, c'est ce qui est le plus catastrophique, parce que ce qu'il fallait faire, c'est réorienter les moyens humains et financiers des universités
pour aller vers des filières qui ont de l'avenir, faire des filières qui sont demandées par les étudiants et pas réaffecter les étudiants dans les filières où il y aura de la place. Merci. Quand on fait ça, on a effectivement des étudiants qui vont se retrouver le bec dans l'eau au moment de chercher un emploi. Merci beaucoup, Olivier Vial. On l'a vu, vous êtes critique. Ça vous fait au moins un point commun avec vos frères ennemis de l'UNEF sur cette question. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Point de vue sur Figaro Live. Alexandre Devecchio, c'est quand même là l'opposition, elle est frontale. Hein, Oui, juste un mot pour dire qu'en fait la sélection, elle existe et qu'il y a une vaste hypocrisie puisqu'il y a une sélection vers les filières d'excellence, vers les grandes écoles, vers les écoles de commerce, qui d'ailleurs c'est une sélection parfois par l'argent. Donc quand on dit on a un sentiment d'inégalité, c'est la situation actuelle qui est extrêmement inégalitaire. L'université, elle est gratuite, mais elle a tendance à devenir une espèce de poubelle où on déverse les élèves de catégorie modeste sans s'intéresser à la suite de leur parcours, et on se dit qu'ils vont faire quelques années d'université et pendant ce temps-là, ils ne seront pas dans les statistiques du chômage. Donc je crois que l'enjeu, il est vraiment là, à transformer l'université en une filière d'excellence accessible pour tout le monde. Alors c'est la question qui est posée sur le site internet du Figaro, sur le Figaro.fr. Faut-il un examen d'entrée à l'université? Daniel Bundalian. Écoutez, après tout ce qu'on a dit, oui, ce serait à mon avis beaucoup plus simple. Ce que je viens d'entendre prouve que ce serait beaucoup plus simple. Mais alors là, je crois que ce serait la révolution, là, parce que les Français sont toujours d'accord pour les réformes, sauf si ça les concerne. Donc je pense qu'une vraie sélection, ce serait indispensable. Aujourd'hui, étant donné, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, étant donné aujourd'hui le niveau du baccalauréat. C'est ça l'essentiel. Avant, ça ne se posait pas. Ça ne se posait pas, ça se pose aujourd'hui. Anne ? Je pense qu'il faudrait qu'on s'inspire un peu plus de ce qui se passe à l'étranger, notamment en Allemagne, où eux, ils savent, sans rougir, orienter ceux qui n'ont pas le bac, enfin l'équivalent du bac, vers une filière professionnelle. Et c'est vrai qu'en France, malgré tous les discours répétés année après année, on n'arrive pas vraiment à revaloriser cette voie-là, et c'est dommage. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on creuse. Et un examen de sélection, oui, pourquoi pas. Il y a quelque chose, moi, que je trouvais intéressant, ça avait été proposé étonnamment par Edgar Morin il y a quelque temps, c'est une année de propédeutique. Bon, ça coûterait beaucoup d'argent, mais que l'année après le bac, il y a une sorte de formation d'ouverture de culture générale pour les étudiants. Bon, c'est une espèce de rêve inaccessible, mais c'est quelque chose qui... Dans l'air, dans les qui débats. Effectivement, je pense, serait très, très, très important et enrichissant pour les étudiants, pour les lycéens. Si on pose la question, faut-il un examen à l'entrée à l'université, ça va être une levée de bouclier? Absolument. C'est absolument certain. Ce qui est intéressant, c'est un tabou, et on revient là-dessus sur différents aspects qu'on a pu évoquer, c'était quelles sont les missions qui sont aujourd'hui assignées au collège, au lycée, voire à l'université. Est-ce que c'est préparer des individus à pouvoir entrer sur le marché du travail, ou est-ce que c'est former des citoyens et leur permettre de savoir le monde dans lequel on évolue actuellement? Ce qui est intéressant, c'est que quand vous interrogez les Français de manière générale, il n'y a pas forcément de lien intime entre ce qu'on va apprendre aujourd'hui aux étudiants, ce qu'on va apprendre aujourd'hui à la jeunesse, et le fait qu'il puisse y avoir soit un lien avec une activité professionnelle directe, soit même un lien avec l'entreprise. Et quand on compare effectivement avec les modèles étrangers, le lien qui existe entre les études supérieures, voire même les processus d'orientation qui peuvent arriver à des âges qui sont beaucoup plus jeunes que ce qu'on connaît aujourd'hui, vont amener vers soit une professionnalisation, soit vers des bacs professionnels, soit même vers l'apprentissage de manière ou l'alternance qui est beaucoup plus développée qu'en France. Donc il y a un principe qui est un principe pratiquement de citoyenneté et pas uniquement de préparation à l'insertion dans la vie active qui est aujourd'hui développée pas uniquement de la part de l'université, mais de la part de l'ensemble du système éducatif. Ce qu'il y a d'extraordinaire, juste un mot, comme vient de le dire Anne Fulda, il faudrait une année de culture générale après le bac, c'est-à-dire après 7 ans de lycée, il faudrait enfin une année où on pratique la culture générale. Là, ça commence à devenir un peu dramatique quand même, notre affaire. Là. Pour Gérard, sur Facebook, il est nécessaire d'accentuer l'orientation des jeunes. Julie nous dit « La sélection est nécessaire pour faire le tri dans nos universités et relever le niveau. Aujourd'hui, beaucoup trop d'étudiants arrêtent en cours de route car ils sont mal informés. » Est-ce que ça, c'est quelque chose qui ressort justement, un problème de mauvaise orientation à la fin du lycée, pendant les études? Est-ce qu'il y a une expression dans l'opinion, et en particulier dans l'opinion des jeunes Français, sur ce défaut d'information sur l'orientation? Soit un défaut d'information, soit un défaut de valorisation. C'est-à-dire que d'une manière générale, en fait, lorsqu'on se retrouve orienté à la fin de la 5e, à la fin de la 3e ou éventuellement après la terminale,
ça n'apparaît pas comme étant un schéma de réussite qui apparaît comme étant valorisé en tant que tel. On parle aujourd'hui effectivement des grandes écoles, on parle de l'université, on ne parle pas forcément de manière assez nette de tout ce qui sont les filières professionnalisantes, même relativement jeunes. Et quand on compare là aussi, par exemple à l'Allemagne, on est dans des modèles qui sont des modèles de représentation ou de mise en avant qui sont extrêmement différents et qui font qu'en plus de problèmes entre guillemets d'information, il y a peut-être un problème de valorisation de ce que peuvent être les autres filières, qui peuvent être des filières alternatives à celles qui conduisent notamment à l'université. Et c'est un mouvement que l'on voit après dans une deuxième partie de la vie où il y a un certain nombre de gens qui ont fait des études supérieures et qui finalement se reconvertissent dans des métiers plus manuels. Est-ce que le gouvernement craint une opposition dans les facs? C'est un petit peu la question qu'on se pose cet après-midi après l'annonce, les annonces d'Édouard Philippe et surtout quand on voit ce qui se passe face à Emmanuel Macron, puisque la question aujourd'hui c'est qui aussi va s'opposer à Emmanuel Macron à hasard du destin et du calendrier. Toutes ces annonces, tous ces événements surviennent 48 heures après la mort de Jacques Sauvageau, patron de l'UNEF en mai 68. Une page se tourne, surtout qu'il est rejoint dans la tombe par le dessinateur de la Rose au Point, le logo du Parti Socialiste. Les symboles de la gauche disparaissent jusqu'au Front Social. Emmanuel Macron a gagné sur la loi travail. Ce n'est pas moi qui vous le dis, ce n'est pas lui non plus, mais ceux qui se sont opposés à lui précisément sur la loi travail. Je vous propose de les écouter. Pour l'instant, c'est lui qui a le point. Il ne faut pas chercher à le cacher. Parce que si on raconte des histoires, on n'est pas crédible. Bon, on peut espérer reprendre le point. Et c'est clair que si la jeunesse se met en mouvement, ça y est, c'est parti. Hein. Mais ce n'est pas le cas. Pour l'instant, Macron avance parce qu'il n'y a pas... Il a marqué le point. Il avance, il a marqué le point. Oui, il a marqué le point, si vous voulez. Mais parce qu'il n'y a pas d'opposition suffisamment rassemblée et structurée face à lui. Emmanuel Macron doit jubiler quand il entend ça, Anne. Oui, il a un petit moment d'abattement. Jean-Luc Mélenchon. Pas Emmanuel Macron. Non, Jean-Luc Mélenchon. Non, en entendant le moment d'abattement de Jean-Luc Mélenchon, qu'on avait effectivement présenté comme l'opposant numéro 1 et qui nous avait promis qu'il y aurait 1 million de personnes qui défileraient sur les Champs-Élysées. Donc, effectivement, on n'en est pas là. Effectivement, on pensait, après l'élection d'Emmanuel Macron, et j'étais parmi les premières à rappeler son score de premier tour en disant n'oubliez pas qu'il n'a que 24% des voix des Français et que ce n'est pas toute la France et qu'obligatoirement à un moment cela ressurgira. Il y a une forte abstention législative. Voilà. Et finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on voit une opposition qui semble anesthésiée, un Front National qu'on n'entend pas, une droite les Républicains qui est en voie de recomposition, le Parti Socialiste qu'on n'entend qu'à travers la voix de l'ancien président François Hollande. Est-ce que c'est d'ailleurs pas justement sur Hollande, on renvoie d'ailleurs à l'excellent dossier sur le Figaro, à lire encore en kiosque aujourd'hui, et sur le Figaro.fr, sur l'impossible retraite de Hollande. Est-ce que l'ancien président à l'impopularité record qui s'oppose, est-ce que c'est même pas l'opposition rêvée pour Macron? Oui, c'est sûr, quoi qu'il faut se méfier, parce qu'il peut aussi taper où ça fait mal, comme d'ailleurs Wauquiez, dans son interview au Journal du Dimanche, a tapé aussi où ça faisait mal. On va reparler, mais juste sur ce plan-là, Daniel Bilalian, quand on voit justement ce qu'a dit Mélenchon, ce que disait Philippot derrière, on a envie de dire chapeau l'artiste à Macron, non? Pour l'instant, il n'a pas trouvé une réelle opposition parce qu'il a agi sur tous les tableaux comme il a toujours voulu faire, ni de droite ni de gauche. Et c'est vrai que l'opposition, en même temps, a marché. L'opposition ne trouve pas ses marques. Bon, Mélenchon, lui, il a fait le camelot pendant toute la campagne présidentielle et électorale. 3 stylos pour 100 francs, il n'y en a pas un qui écrit. Et aujourd'hui, il paye ce qu'il a fait. Je veux dire, il ne faut pas exagérer. Quant à Wauquiez, lui, pareil, il est reparti dans un numéro pas possible, c'est-à-dire qu'il est comme Alain Juppé avec son identité heureuse. Lui, dimanche, il nous a dit Macron n'a pas d'âme, il a la haine de la province. Eh bien, justement, on va l'écouter. C'est pas un programme, ça. C'est pas Puisque vous insistez, Daniel, on va l'écouter. Laurent Wauquiez. Il parle de Start-up Nation, il ne parle pas de nation française. Je trouve parfois chez lui, et visiblement les Français le ressentent très fortement, beaucoup de froideur. Un vrai manque d'empathie quand il va vers les Français. Et au fond, une forme d'arrogance. Les Français attendent de la fermeté. Ils attendent des convictions. Ils attendent une vision du pays, ce qu'Emmanuel Macron n'explique jamais. Ils n'attendent pas un petit président arrogant et capricieux qui, dès qu'on ose le contester, hausse le ton et vous demande de vous taire. Vous semblez accablé. Oui, parce que ce sont des paroles verbales. Je veux dire, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis citoyen français, je voudrais qu'il y ait moins de chômage, etc. Il me parle de la haine de la province. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. C'est du pipeau. Ça ne m'intéresse pas.
Franchement, ça ne m'intéresse pas. Il ne trouve pas. Alors, le seul moyen qu'il aurait d'intéresser peut-être un certain nombre d'électeurs de droite, c'est le problème sur l'immigration. Et là, il l'aborde avec beaucoup de prudence. Mais pour l'instant, il est coincé parce que Macron, il fait un peu le programme qu'aurait dû faire la droite, économiquement. Mais quand il attaque sur l'identité, justement, est-ce que ce n'est pas le seul économiquement, juste sur le plan économique. Mais justement, tous les autres champs restent inexplorés. Donc il a raison d'aller là-dessus. Oui, non, mais je veux dire, c'est cet emploi des mots dont les Français ont... C'est pour ça que j'ai fait référence à Alain Juppé, l'identité heureuse. Mais moi, le jour où j'ai entendu ça, je me suis dit, mais d'où sort-il ? Il ne faut pas employer ces mots-là. Et c'est pour ça que Macron, il a raison de parler de bordel, de gens qui... Voilà. Il parle comme nous. Ces gens-là ne parlent pas comme moi, en tout cas. Comme j'ai envie d'entendre les Français parler. Comme les Français parlent entre eux. Jean-Noël Lévy, justement. Ce qui est intéressant, c'est que les lignes sur lesquelles en fait, Laurent Wauquiez peut intervenir aujourd'hui sont assez limitées. C'est-à-dire que quand vous interrogez déjà de manière générale les sympathisants de droite, voire même les électeurs de François Fillon, quand vous leur demandez de juger de la politique d'Emmanuel Macron, ils portent un jugement qui est un jugement assez, voire très positif, avec la perception que de toute façon, effectivement, il le juge aujourd'hui essentiellement sur la politique économique. Ce que vient de dire Daniel Bilagian, justement sur ces concepts sur lesquels Laurent Wauquiez attaque et même cogne très fort. En tout cas, il cherche à changer la nature du débat et faire en sorte que le jugement à l'égard... Est-ce que ça peut marcher ? Aujourd'hui, en fait, c'est le seul point sur lequel il peut y avoir effectivement une incise de la part de l'électorat droite. Pourquoi ? Parce que ces électeurs, aujourd'hui, vont considérer que sur le fond de la politique, il y a une adéquation entre ce qu'ils peuvent penser et ce qui est mené par le gouvernement d'Emmanuel Macron. En revanche, sur son côté personnel ou sur son côté gestion autoritaire ou pas forcément en lien avec les territoires, c'est un point sur lequel les personnes qui habitent dans des zones rurales, des personnes qui habitent dans des zones décentralisées peuvent avoir la perception qu'eux-mêmes ne sont pas entièrement entendus. Ce qui est intéressant, c'est que Laurent Wauquiez, aujourd'hui, s'il fait ça, il arrive à créer un débat qui ne se posait pas préalablement. Alors Daniel, c'est pas si pipeau s'il fait ça. Écoutez, oui, je comprends. Je veux dire, la petite ouverture qu'a Laurent Wauquiez, c'est de parler des territoires, un peu comme François Baroin l'a fait dans une interview récemment encore, parler de la France rurale. Et ça, le seul désavantage de Macron, je dirais, c'est que lui et son parti politique ne sont pas des gens de terrain. Ce sont des gens qui étaient derrière leur ordinateur, qui sont devenus députés par hasard, et c'est des gens qui ne connaissent pas le terrain, qui ne connaissent pas vous, moi, sur le terrain, parce que dans le village, l'épicerie a fermé, la gendarmerie va partir, il n'y a plus de médecins. Ça, ils ne connaissent pas cette France-là. Et là, il a raison. Là, il peut effectivement, Laurent Wauquiez, trouver de l'adhésion dans le public. Moi, ce que je trouve intéressant, je pense à l'interview du journal du dimanche, c'est qu'il va un peu sur le terrain d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il joue une carte psychologique, il veut le déstabiliser. Il attaque justement en utilisant lui qui est normalien, alors qu'Emmanuel Macron a raté Normal, en le traitant de Rastignac, de Bel-Ami, en parlant de désert de l'âme, etc. Et je pense qu'il pense comme cela, parce qu'effectivement, c'est pas faux, il force le trait, mais c'est pas faux qu'il a un ego surdimensionné, comme d'ailleurs beaucoup de présidents. C'est pas faux qu'il est chatouilleux sur ce sujet-là, qu'il a du mal à supporter la critique. Donc je pense qu'il essaye de le faire sortir de ses gonds par ce biais-là, en utilisant d'ailleurs... Dans cette interview, j'étais frappée. Quand vous dites Emmanuel Macron parle comme nous, oui, parfois il parle comme nous et comme parlait Sarkozy, par exemple. Mais parfois, il nous parle des passions tristes, il nous parle de littérature. Il ne parle pas toujours un langage si populaire que ça. C'est pas vrai. Le soir de son interview télévisée, par exemple, c'était pas du tout populaire. Donc je pense qu'il joue un peu là-dessus. Il essaye d'enfoncer aussi une porte sur cet aspect psychologique. En fait. L'enfant du siècle n'a pas encore parlé. Alexandre, avec vous. Oui, c'est difficile. Je vais faire la synthèse un peu de tout ce qui a été dit. Moi, je ne m'attendais pas à cet hollandisme chez vous. Je suis désolé. Aujourd'hui, c'est un peu le cas. Je pense que Wauquiez a compris effectivement qu'il devait s'adresser aux classes populaires, à ceux qui n'ont pas été votés à la présidentielle, voire à ceux qui ont voté Marine Le Pen, et effectivement à cette France qui n'est pas la France des bobos, des grandes métropoles, qui a voté Macron. Maintenant, est-ce que est-ce que la tactique ne se voit pas un peu trop, et est-ce que justement il arrive à parler suffisamment populaire? Bon, si j'écoute Daniel Bilagian, pas tout à fait encore, mais en tout cas, je pense que c'est la bonne direction tactique et idéologique, et il fait bien d'essayer. Et en plus, ça prend auprès des journalistes et auprès de l'opposition. C'est là aussi où il est assez fort, je pense, parce qu'il est dans une élection interne, où on lui reproche d'être trop à droite, mais où les militants le sont. Et c'est aussi une manière de galvaniser les militants. Il transgresse pour être ensuite attaqué, comme le faisait très bien Nicolas Sarkozy, et pour souder finalement les militants de droite
droite derrière lui. Ensuite, il faudra qu'il l'élargisse. Alexandre, je voudrais quand même que vous réagissiez à ce que d'une difficile, Philippe, difficile de s'opposer à Macron. Est-ce pour autant un problème, alors que la France a besoin de fermeté et de prise de décision assumée? Oui, mais on rappelle d'ailleurs qu'Emmanuel Macron a signé la loi antiterroriste qui entre en vigueur. Oui, alors on l'a vu, ça faisait très politburo. Je ne sais pas si ça faisait décision assumée et assurée, mais on aurait dit le politburo du Parti communiste. Il ne suffit pas de dire qu'on fait les plus grandes réformes depuis le Conseil national de la résistance pour que ce soit la réalité. Il a fait le plus grand pont aérien depuis la Seconde Guerre mondiale, la plus grande réforme du marché du travail depuis le CNR. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne parce que la réalité des gens ne change pas forcément. Alors oui, on a besoin de décisions assurées, mais celles de Macron vont toujours dans le même sens. Elles vont toujours vers cette France qui a voté pour lui, qui bénéficie de la mondialisation, donc vers plus de dérégulation. Et il n'y a toujours pas le mot protection dans son discours. Alors je crois que la majorité des Français ont besoin de protection. TF1, quand même. Il a parlé un peu effectivement d'immigration en une phrase. Seulement les Français ne sont pas dupes. Puis il a dit il faut renvoyer les gens chez eux. Or, en l'état actuel du droit français et du droit européen, c'est impossible. Alors je ne veux pas le décourager, mais il va falloir qu'il fasse des propositions concrètes en ce sens. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Les migrants vont continuer d'arriver, les sans-papiers vont continuer d'être là. Non, je voulais simplement dire, vous savez, il y a un chercheur américain qui a fait, d'ailleurs je l'avais lu dans le Figaro, une étude très intéressante sur aujourd'hui, il n'y a plus que 2 catégories de gens dans le monde, les somewhere et les anywhere. Et lui, il est plutôt partisan des anywhere, ceux qui peuvent travailler n'importe où dans des open space, entre 2 escales, alors que nous, les somewhere, on n'est pas contre le progrès, mais on a envie de travailler chez nous et d'être chez nous et d'appartenir à un pays. Juste, Anne, je voudrais avoir votre avis. Notre confrère de l'opinion, Jean-Dominique Merchet, vient de publier un essai sur Macron et Bonaparte, dans lequel il y a beaucoup de qualités. D'abord parce qu'il rend hommage à votre bio du président, et l'autre, c'est qu'il pose une question. Et si le pire ennemi de Macron, ce n'est pas Macron lui-même? Je pense qu'effectivement, il y a un petit danger, voilà. Bon, mais et je reviens à ce que disait Laurent Wauquiez. Je pense c'est ça qu'il a compris. Je pense qu'effectivement, il y a parfois une espèce d'enivrement. Bon, c'est vrai qu'il réussit, c'est vrai que ce qu'il a dit à l'interview sur TF1 en 5 mois, voilà, je l'ai fait, on n'y croyait pas, tout ce que j'avais annoncé, je l'ai fait, ça c'est vrai, donc il a quelques raisons d'être satisfait. Le danger, c'est effectivement la griserie et c'est effectivement cette perception d'une forme de morgue, d'arrogance, de France d'en haut. Je pense que c'est quelque chose qui demeure malgré tout. C'est un peu cette hubris qui a déclenché la chute de sa popularité cet été, Jean-Daniel Lévy. Absolument. Enfin, c'est le moment où, alors que les débuts ont été considérés comme étant plutôt réussis, même s'il y avait parfois des instruments de communication qui étaient assez gros et qui étaient perçus comme étant gros, remontée du commande-car, la sortie et la remontée des Champs-Élysées à pied, ou les prises de parole qu'il a pu avoir après que Donald Trump a annoncé qu'il n'y avait pas la signature de l'accord de Paris, en tout cas que les États-Unis se retiraient, que le fait d'adopter à chaque fois, même vestimentairement, le même costume que les personnes qu'il a rencontrées a effectivement troublé une partie assez importante des Français. Mais il y a également un deuxième aspect, c'est le moment où il y a eu la confrontation ISF d'un côté, APL de l'autre, avec l'interrogation toujours de comment reconnaît-on, comment fait-on qu'il puisse y avoir différents systèmes de solidarité qui peuvent exister. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que certes, Emmanuel Macron n'a réuni que 24% des voix au premier tour. Certes, il y a eu un taux d'abstention record au premier tour comme au deuxième tour des élections législatives. Il n'est pas suspect d'un terme, il n'est pas suspect de trahison. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous interrogez les Français, ils vont vous dire on n'est pas forcément d'accord avec la politique qui est menée, il y a des points qui nous posent véritablement question, mais dans un même élan, on a le sentiment que globalement, c'était un peu la promesse présidentielle qui était portée, et pour une fois qu'un président tient ses promesses, jusqu'à présent, ça va peut-être pas durer très longtemps, mais jusqu'à présent, on lui accorde au moins le crédit d'avoir tenu une partie de ses engagements. Mais le fait qu'il soit sur un nuage, c'est un peu normal. Je veux dire, il a eu toutes les chances du monde pour arriver là où il est. Fillon a pris sa penderie sur la tête, etc., etc. Je veux dire, et c'est normal. Les autres présidents, ses prédécesseurs, des gens comme Mitterrand avaient eu plusieurs échecs, Jacques Chirac avait eu plusieurs échecs. Peut-être seulement Giscard d'Estaing, d'ailleurs, ça lui a coûté cher, n'avait pas connu d'échec auparavant. Et c'est normal qu'il soit dans cet état-là. Attendez, vous ne vous rendez pas compte, on aurait dû tous prendre un ticket du loto avec lui, on serait millionnaire.
extraordinaire. Alors, est-ce qu'il faut prendre un ticket du loto avec Carles Puigdemont? C'est la question à je ne sais pas combien d'euros ce soir, mais on va à Bruxelles, puisque c'est là que se trouve le président destitué de la Généralité de Catalogne. En tous les cas, c'est une info de nos confrères espagnols d'El Periódico. Alors, le président de la Généralité de Catalogne s'est-il réfugié dans la capitale belge? Cherche-t-il une solution? En tout cas, il a l'air de se tourner vers l'Europe. Alors, avant de revenir sur cette étape européenne, je voudrais une question et une réponse rapide, celle du Figaro.fr d'ailleurs. Est-ce que, les uns et les autres, la crise en Catalogne vous inquiète? Alexandre Devecchio. Oui, parce que je pense que ça va déterminer notre futur. Je pense que ce qu'il y a au cœur de la crise en Catalogne, c'est justement toujours cette question de la mondialisation. Est-ce qu'on va vers plus d'ouverture et de mondialisation, mais ça va se traduire aussi par des formes de repli identitaire et de morcellement, ou est-ce qu'on va vers un retour des États-nations? Et c'est la question qui se pose en Espagne. Je crois que Rajoy, en tapant du poing sur la table, a suscité le retour d'une forme de patriotisme espagnol. Je vois ça plutôt d'un bon œil. Et donc, il y a ce duel entre une Europe hors sol, purement économique, tournée vers le monde, et le retour de ce qui m'apparaît comme l'échelle indispensable de la démocratie, c'est-à-dire l'État-nation. C'est pas tellement l'avis. On pensait que cet avis était vraiment partagé, même dans la classe politique française, Alexandre, depuis la crise catalane, et même encore ce week-end, on s'est lourdement trompé. Bon, Jean-Luc Mélenchon demande un référendum, mais la critique la plus virulente et contre la menace de l'identité catalane, elle est venue d'un rocardien comme Manuel Valls, mais celui-là s'appelle Jean-Paul Huchon, et qui a été extrêmement virulent contre le gouvernement espagnol. Et pour lui, le sens de l'histoire est ailleurs. On l'écoute. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'un jour, l'Europe sera l'Europe des régions. Et c'est normal que les gens s'attachent de plus en plus à leur région, puisque la mondialisation impose un espèce d'ordre mondial. Donc on se rapproche de sa vérité, de son identité. Et c'est donc l'Europe des régions finira par triompher, je l'ai toujours pensé. L'Europe des régions finira par triompher, je l'ai toujours pensé, c'est ce qu'a déclaré Jean-Paul Huchon, qui n'est pas si rocardien que ça, nous expliquera peut-être Jean-Daniel Lévy. Mais il y a en tout cas cette déclaration qu'il a faite hier soir sur France Info, ne pouvait faire que le bonheur du très souverainiste Florian Philippot ce matin. Toujours sur France Info, on l'écoute. Embêtée par cette affaire, mais elle a quand même joué avec le feu. En encourageant les régionalismes, par ses politiques d'austérité, en aggravant les inégalités entre territoires, en créant le comité des régions, en incitant aux euro-régions des deux côtés des frontières, elle a joué avec le feu. Alors aujourd'hui, évidemment, elle préfère avoir un État espagnol un peu servile, de toute façon, puisque l'État espagnol n'a jamais remis en cause une seule seconde l'Union européenne, à la Catalogne. Alexandre Devecchio, est-ce que c'est vous qui avez soufflé ces déclarations aux uns et aux autres? Non, mais je suis assez d'accord. Et ce que fait Jean-Paul Huchon, finalement, est pas mal, parce qu'il n'est pas hypocrite, au moins. Il dit la vérité. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis des années, l'Europe a favorisé les régions pour affaiblir les États-nations. Aujourd'hui, ça a créé une forme de chaos, et donc l'Europe est un peu en panique vis-à-vis de ce qu'elle a elle-même déclenché. Mais oui, moi, ce que j'espère, c'est que de la crise va naître une forme de raison, et qu'on va s'apercevoir que l'État-nation, c'est pas si mal. Anne, vous avez relativisé, je vous ai entendu dans le creux de mon oreille. Non, Alexandre disait qu'il disait, enfin je pense que c'est sa vérité, parce que lui, il semblait approuver cette évolution vers une Europe des régions. Mais où je suis d'accord avec Alexandre, c'est sur cette analyse qu'effectivement l'Europe a favorisé le fait qu'on avait l'impression qu'il y a un échelon, il y avait l'Europe, les régions, et entre les deux, que effectivement la nation avait disparu, que ça posait un problème. Donc ce qui est inquiétant dans ce qui se passe actuellement, c'est que c'est peut-être une possible contagion dans d'autres pays, d'autres réveils identitaires, donc qui pourraient, en Italie, qui pourraient menacer aussi d'autres États-nations. Et ça, c'est un peu inquiétant. Et d'ailleurs, précision, Carles Puigdemont est à Bruxelles, en fait, à la rencontre, aux dernières nouvelles, des dirigeants indépendantistes flamands. Daniel, l'Europe a joué au pompier pyromane dans cette affaire? Je ne sais pas, là j'ai entendu Jean-Paul Huchon. Alors moi je fais attention à Jean-Paul Huchon parce que depuis qu'il nous a fait perdre les Jeux Olympiques de Londres, c'était en 2012 à Singapour, je n'ai pas tellement confiance en lui. Il avait fait un discours minable. Mais ce n'est pas ça le problème. Non, le problème si vous avez du tonitrué dans les couloirs de France Télévisions. Ce qui me fascine, moi, c'est qu'aujourd'hui encore, l'obstination d'un homme politique peut changer le cours de l'histoire. Puigdemont, il est obstiné, il peut changer. Et vous savez à quoi ça me fait? Vous admirez Puigdemont? Non, pas du tout. Mais je comprends mieux pourquoi certains personnages et leur obstination ont fait changer le cours de l'histoire. Moi, l'histoire Puigdemont, ça me fait penser à la dépêche d'Ems,
qui provoque la guerre de 1870. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais c'est vrai, il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire il y a des intérêts économiques, normalement on devrait être beaucoup plus en phase avec une discussion, etc. Et l'obstination de quelqu'un peut arriver, je ne sais pas si ce serait un drame, le fait que la Catalogne soit indépendante, mais encore l'obstination et la puissance d'un homme par rapport à un événement politique, alors que toutes ces dernières années, on nous fait comprendre qu'aujourd'hui, dans un monde globalisé, etc., les hommes politiques n'ont plus d'importance. Là, en l'occurrence, il a son importance. Il y a ça, et puis il y a la rapidité. C'est-à-dire que quand on reprend les enquêtes de oui, c'est un mois. Ou même si on reprend quelques années au préalable, en 2006, les premières enquêtes qui ont été réalisées justement pour savoir si les habitants de la Catalogne étaient favorables à l'indépendance de la Catalogne, ça réunissait uniquement 10% des habitants. Quelques années plus tard, en 2014, on avait une personne sur deux qui était favorable à l'indépendance de la Catalogne. Donc plus 40 points en 8 ans, c'est un mouvement qui est extrêmement rapide et qui montre bien qu'on n'est pas que sur des rapports, qui peut être des rapports à caractère économique, mais qu'il y a une dimension identitaire extrêmement forte qui se nourrit effectivement d'un préalable et d'un rapport qui est un rapport extrêmement ancien, qui remonte quasiment, si je ne me trompe pas, au début du XVIe siècle sur le rapport entre la Catalogne et l'Espagne. Donc voilà, donc déjà à ce moment-là, il y avait des tensions et qu'elles ont réémergé, notamment parce qu'il y a des acteurs qui ont réussi à leur donner un sens face à un sentiment qui était un sentiment d'interrogation sur cet aspect identitaire. Et s'il y a un poids de l'Europe aujourd'hui qui pèse au niveau des régions, mais également au niveau des différents peuples européens, c'est quel avenir en commun on se construit, quelle est la perspective qui est donnée à l'ensemble des peuples européens, qui constitue une point d'interrogation, qui fait qu'il n'y a pas d'identité européenne qui est suffisamment forte aujourd'hui pour pouvoir réunir les différents peuples et qui font qu'on va se reconstruire ici ou là, chacun sa propre identité, avec les conséquences qu'on peut voir notamment en Catalogne. Il y a la dimension identitaire, mais ce qui me frappe en Catalogne, mais aussi en Italie, c'est qu'on est aussi en pleine révolte des élites, puisque c'est la volonté d'indépendance, il y a des raisons identitaires, mais il y a aussi des raisons économiques, et en l'occurrence, c'est les riches qui choisissent de faire sécession avec le reste de la population. On se souvient qu'après le Brexit, certains proposaient l'indépendance de Londres. Moi, quand je vois la politique d'Anne Hidalgo, je me demande si elle ne veut pas que Paris devienne une île au milieu de la France. Donc, il y a ça aussi. Eh ben vous offrez une transition, on va tout trouver. Juste une réponse à la question de Marion, concrètement, où en est-on dans ce rapport de force Madrid-Catalogne? Finira-t-elle indépendante? Eh bien, Jean-Daniel Lévy vient de donner un élément de réponse. Et puis, il y a le live sur le site internet du Figaro qui suit minute par minute la situation en Catalogne et vous pouvez vous y reporter. On revient en France à la Cinémathèque où il y a une manifestation ce soir en cause la venue du cinéaste Roman Polanski pour une rétrospective consacrée à son œuvre. Alors, en pleine campagne Balance ton port et après les rassemblements ce week-end en France contre le harcèlement et le viol, le collectif féministe contre le cyberharcèlement s'indigne. On écoute sa secrétaire générale. C'est pas tant la rétrospective que son l'invitation du réalisateur franco-polonais à l'inauguration. C'est-à-dire qu'on pourrait ne pas lui rendre hommage, ne pas lui dérouler le tapis rouge. Ça serait, je pense, la moindre des choses. Je suis tout à fait d'accord pour qu'on continue à regarder les films de Roman Polanski sans être obligé, par ailleurs, de le voir parader un peu partout, à la télé, à l'Académie des Beaux-Arts. On peut séparer l'homme de l'œuvre. Faisons-le. Arrêtons de l'inviter. Arrêtons de lui dérouler le tapis rouge. 26 000 personnes ont déjà signé la pétition refusant l'hommage à Polanski. Alexandre, vous allez la signer ? Non, parce que je ne suis pas pour la démocratie de la pétition, mais pour une fois, je trouve que le discours était relativement modéré. Moi, je ne suis pas pour qu'on interdise l'œuvre de Polanski. Je pense qu'il faut juger l'œuvre plutôt que l'homme. Et donc le collectif la Cinémathèque réclame l'annulation de la rétrospective. Et dans son rôle de diffuser l'œuvre. Par contre, effectivement, on n'est pas obligé de dérouler le tapis rouge à Polanski. Mais je suis contre l'interdiction de la rétrospective parce qu'il a une œuvre qui mérite d'être analysée, célébrée. La Cinémathèque est dans son rôle, d'autant plus que ça avait été lancé avant toutes ces polémiques-là. Anne ? Oui, je suis un peu mal à l'aise avec le climat actuel, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a tellement ouvert les vannes qu'on vit qu'on est entouré que de pervers, d'obsédés sexuels. Alors évidemment, il y en a, mais il y a un moment où trop c'est trop, on va tomber dans une espèce d'ordre moral exacerbé, voire de climat presque de macartisme. Alors, évidemment, c'est répréhensible. Je vais pas dire que je sais que les faits qui sont reprochés à Roman Polanski sont graves. Il s'agissait d'une gamine de 13 ans. Il faut aussi peut-être resituer dans le contexte de l'époque.
Des relations sexuelles illégales et non consenties avec une mineure, il n'y avait pas de poursuite de la victime, ni de la famille, mais du procureur en charge de l'enquête, qui réclame d'ailleurs l'extradition. C'était après les années 68, c'est comme lorsqu'on ressort les trucs sur Cohn-Bendit, ces écrits après 68 sur la pédophilie. Alors, comment dire, je condamne, c'est répréhensible, mais je trouve que ce déferlement devient écœurant et que j'ai peur que ça devienne contre-productif, en fait. C'est ce que je crains. Alors, je vous repose la question. C'est qu'il y a, par exemple, dans le Figaro, il y a eu 2 tribunes qui ont été signées ce matin. Une, notamment, de la sexologue Thérèse Argot, qui dit cette phrase « Mon inquiétude face au devenir de la génération porno me vaut le titre de puritaine par les Inrocks. » Et elle dénonce au passage la une des Inrocks qui avait fait le magazine sur Bertrand Cantat, condamné il y a 14 ans pour le meurtre de sa compagne Marie Trintignant. Est-ce qu'il n'y a pas, si je vous suis, est-ce qu'il n'y a pas de la schizophrénie, sans parler d'hypocrisie un peu dans cette campagne? Dans la campagne, dans la campagne actuelle. Contre Polanski ou contre non, le plus général. Ce qui est embêtant, mais on l'a déjà dit, c'est l'impression que ça ouvre la porte à la délation, c'est-à-dire à un déversement. C'est-à-dire qu'il faut dénoncer des faits qui sont répréhensibles, mais il faut que ça soit, quand c'est des faits avérés, qu'il y ait effectivement des poursuites réelles et que, en fait, c'est des choses dans la vie de tous les jours qu'il faut changer. C'est par exemple le comportement quand une femme va au commissariat pour porter plainte et qu'on lui rit au nez. C'est des choses comme ça qui doivent bouger. Ce déferlement sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est vraiment... Enfin, ça a peut-être une vertu libératoire, mais est-ce que c'est vraiment efficace? C'est ça, c'est-à-dire qu'il faudrait que ça soit vraiment suivi d'actes efficaces. C'est-à-dire qu'effectivement, quand une femme dans une entreprise, dans la rue, n'importe où, est agressée sexuellement, qu'elle puisse être reçue convenablement lorsqu'elle va déposer plainte et prise au sérieux, oui, ça fait partie des choses importantes. Je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait que ça bouge. Mais tout ce déversement, je ne sais pas, il y a un moment où c'est un peu trop, je trouve. Daniel Bilalian, sur l'affaire Polanski. Oui, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'à un moment donné, ça devient un tout petit peu trop, parce que moi j'ai vécu aux États-Unis. Aux États-Unis, aujourd'hui, les relations dans les bureaux, c'est vous montez dans l'ascenseur, s'il y a une femme, vous regardez précisément les numéros des étages et le nom de la compagnie d'ascenseur pour ne pas être accusé d'avoir harcelé la jeune femme. Quand vous la recevez dans votre bureau, vous laissez la porte ouverte parce qu'au cas où elle viendrait se plaindre, voilà la société américaine d'aujourd'hui. Moi, je voudrais répondre à côté de la plaque. Moi, ce que je ne comprends pas dans ce qui se passe en ce moment, c'est pourquoi les femmes ne s'attaquent pas non plus à d'autres femmes comme Kardashian, Zaya, des femmes qui vivent du fait de ce que dit Thérèse Argot ce matin. De se promener toute nue, ou presque, ou bien encore sur les chaînes de la TNT, ces émissions où Été comme hiver, on est en slip de bain. C'est une manière de dire qu'elle vienne pas se plaindre, parce que si elle se promène les seins à l'air, vous voyez, ça revient un peu à ça. Oui, mais enfin, on peut s'interroger. Elles ne dénoncent pas ça, ces organisations féministes. Et ces femmes-là concourent à la situation dont on parle aujourd'hui. En plus, il y a un grand vide dans les associations. C'est ceux qui poussent à ça. Oui, mais dans les associations féministes aussi, j'entends pas parler du problème des femmes et de l'islam. C'est pas obligatoirement ces femmes-là qui sont agressées. Juste sur l'affaire Polanski. Moi, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Je veux dire, on est en train de célébrer son passé de cinéaste et. Je crois que ça a été décidé avant, effectivement, et bon, ce qu'il a fait... Il faut lui dérouler le tapis rouge ou pas? Non, pas dérouler le tapis rouge, mais il y avait une soirée ce soir où on parle entre cinéastes, entre spécialistes du cinéma, de ce qu'il a fait de très bien. Moi, je sais pas, je trouve que c'est un tout petit peu exagéré. Jean-Daniel Lévy, dans l'opinion, comment évolue l'opinion par rapport, peut-être d'abord à l'affaire Polanski, et puis peut-être plus généralement sur cette campagne. Sur l'affaire Polanski, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas vu de sondage là-dessus, donc ma réponse va être assez rapide. Il y en avait eu dans le passé. Sur le reste, on voit bien l'attention qui existe, et en même temps, on voit que les films de Polanski continuent à être visionnés ou loués de la part des Français. Donc, il n'y a pas forcément cette forme de séparation entre l'homme et l'œuvre, séparation qui est effectuée. Et dans d'autres moments, même si c'est sur des registres qui sont des registres complètement différents, où la question de la morale d'un point de vue global avait été abordée. On peut penser au fait du départ de Gérard Depardieu qui avait copieusement insulté les Français. On s'est demandé est-ce que la carrière de Gérard Depardieu sera terminée. On a vu que ça n'a jamais été le cas. Donc il y a des moments en fait, où il y a une séparation, même si je ne place évidemment pas du tout sur le même registre, mais en tout cas un regard personnel et un regard sur l'œuvre en tant que telle. Ce qui est intéressant malgré tout, c'est que quand vous interrogez les Français depuis de nombreuses années, ils vous disent qu'il y a quand même un problème d'égalité entre les hommes et les femmes en matière de reconnaissance. Globalement, il y avait également la perception de manière diffuse que les relations dans le cadre de l'entreprise, dans le cadre des relations entre les hommes et les femmes n'étaient pas tout à fait équilibrées et que le harcèlement existait et qu'il avait tendance à exister et qu'il n'était pas forcément mis sur la place publique.
Jusqu'à présent, il ne se passait rien, et souvent la France avance, non pas quand il y a un consensus, mais lorsqu'il y a une crise, et peut-être que cette situation de crise permettra de déboucher sur une situation qui sera une situation plus appréciable. Très court. Juste un mot sur la situation globale plus que sur Polanski. Ce qui est surprenant dans toute cette affaire, c'est qu'on dirait qu'il y a quand même un deux poids, deux mesures. Il y a effectivement des violences faites aux femmes qui semblent tolérées, un petit peu pour Polanski, je pense à Bertrand Cantat qui est en une des Inrecuptibles, et de l'autre, effectivement, d'autres qui ne sont pas dénoncées. Je pense à la violence faite aux femmes en banlieue, au lien avec l'islam, au cas Tariq Ramadan. Je m'étonne par exemple que Mediapart, qui a été les premiers en pointe sur Balance ton port, qui sont spécialistes de faire des listes et des enquêtes, qui ont attaqué Jean Lassalle très fortement, là, reste étrangement silencieux. Donc, c'est ça qui gêne dans cette affaire, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des boucs émissaires commodes et d'autres qui ne seraient pas criminels, et des femmes qui seraient victimes et d'autres qui ne seraient pas victimes en fonction de leur origine sociale et ethnique. Et ça, c'est vraiment problématique. Et l'autre info de ce week-end, c'est Kevin Spacey, l'héros de la série House of Cards, qui se retrouve dans la tourmente. Il est accusé d'avoir harcelé l'acteur Anthony Rapp, alors âgé de 14 ans. Il a fait ses excuses. Restez avec nous dans un instant. Focus sur une toute autre actualité. C'est l'histoire, c'est la Révolution d'octobre et l'anniversaire, le centenaire, à l'occasion donc de ce centenaire de la prise du palais d'hiver de Leningrad. Retour avec Ariane Lecoeur et Geoffroy Caillé sur le cas Lénine, son ascension et ses crimes. On se retrouve demain avec, cette fois-ci, Marie-Amélie Lombard. À très vite sur Figaro Live.